Bonsoir Yves. Le السلام Nawal, عليكم. le Nawal, bonsoir Alaykoum tout le salam. monde. Attendez, parce que moi, je viens de quitter Bonsoir. le cours que je donnais à l'instant, donc, donc c'est un petit peu rapide aujourd'hui. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve le bon document. Je l'avais ouvert tout à l'heure, mais je l'ai refermé. Alors, ah, voilà, la prise en charge. Non, c'est pas ça. Voilà. Hop, parfait. Zoom, partager, partager. Et voilà. Bien. Nawel, je te laisse laisser rentrer les gens, tu veux bien? Ok, tu me nommes comme co-auteur. Ah oui, attends, je vais faire ça tout de suite, tu as raison. Il faut que je quitte le partage d'abord. Co-hôte Nawel, co-hôte. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce qu'on est bien en train d'enregistrer aussi? Oui. Où est-ce qu'il est l'enregistrement? Euh, enregistrer. Voilà, oui, on est en train d'enregistrer, donc ça c'est bien. Euh, Bon, pensez à fermer vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, on aura le même problème que la fois dernière. Voilà. هيا قد عملت يا ناس. Pensez à fermer vos لا micros, s'il vous تعطيهم plaît. الدعم. Fermez les micros, s'il vous plaît. Sinon, on vous entend. Vous êtes enregistré, là. انت شوف اسمع شحال Alors, Nawal, repère un peu qui a les micros ouverts pour les faire شحال entrer. تعطي Parce que Oui. c'est embêtant. بتغدى. Bien. Ok, attends, je suis désolé, mais je suis en train de couper les micros parce que sinon, voilà, couper le son. Parfait, voilà. Alors, je peux repartager l'écran et on va pouvoir démarrer. Bien, voilà, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez toujours poser des questions via le chat, d'accord? Comme ça. Donc, on va ce soir. Enfin, tu voulais d'abord faire une présentation, peut-être, Nawel? Donc, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui pour cette conférence dédiée à la prise en charge des addictions par les thérapies somatocognitives. Les addictions, qu'elles soient liées à des substances ou à des comportements, touchent aujourd'hui un nombre croissant de personnes et impactent non seulement les individus, mais également leur entourage, leur équilibre psychique et leur qualité de vie. Face à ces enjeux, il devient essentiel de proposer des approches thérapeutiques intégratives, capables de prendre en compte à la fois le corps, les émotions et les processus cognitifs. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir un intervenant de grande qualité, reconnu à l'international pour son expertise dans l'accompagnement des traumas complexes, les troubles de l'attachement, les addictions et les phobies. Yves Wautier-Freeman, psychothérapeute, formateur, superviseur, il apporte une approche à la fois rigoureuse, humaine et innovante. Cette approche repose sur un postulat fondamental, à savoir, les addictions ne sont pas uniquement des comportements à supprimer, mais des symptômes
portés par des parts de la personne qui ont un besoin ou une peur. Comprendre ces parts, leur fonctionnement et leur intention permet d'entrer dans un travail thérapeutique plus respectueux et plus précis et surtout plus efficace. Au cours de cette conférence, il partagera avec nous des clés de compréhension, des outils concrets et une vision thérapeutique qui ouvre de nouvelles perspectives dans la prise en charge des addictions. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement notre intervenant et vous souhaite une excellente conférence. La parole est à toi, Yves. Merci Noël. Attends, je suis encore en train de laisser rentrer les gens. Donc, je coupe le son. On coupe le son. Non, il devrait y avoir moyen de... Ah voilà. Ok. Je pense que j'ai trouvé. Voilà. Voilà, ok. Je pense que comme ça, on n'aura plus le problème. J'ai généralisé le fait que le son soit coupé à l'entrée. Ce sera plus simple. Bien, donc bonsoir. Donc je suis heureux de vous retrouver. Hein, donc je crois que c'est pour la 4e fois. Donc on va essayer de parler un petit peu des addictions. La première fois que j'ai travaillé sur les addictions, c'était il y a un peu plus de 30 ans. Ou non, il n'y a peut-être pas un peu plus de 30 ans. Enfin, quoi que si, ça doit être une trentaine d'années, avec un livre qui est sorti d'ailleurs, auquel j'ai participé. Donc c'était un outil de réflexion sur les addictions et les assuétudes qui avait été fait par le Centre d'action laïque en Belgique et qui essayait d'amener justement une vision différente de ces produits addictifs. Donc ça veut dire que les addictions, c'est quoi? Ben, c'est vraiment c'est un système de défense, c'est un mécanisme de défense et d'évitement de la souffrance que notre système va mettre en place. Alors, quelques chiffres, je vous ai mis une petite image, là. Bon, c'est en France, mais voilà. Santé mentale en chiffres, 12 millions de Français, donc c'est quand même quasiment un cinquième de la population, donc 20% de la population, sera atteint de maladies psychiatriques. D'accord, que ce soit des dépressions. Ah, il y a de nouveau un micro qui est ouvert, hein, Nawel. Regarde bien pour les couper, s'il te plaît. Voilà, autisme, troubles bipolaires, etc. Les maladies psychiatriques apparaissent majoritairement entre 15 et 25 ans. Donc j'entends de nouveau ma voix. Donc il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il vous plaît. L'espérance de vie des personnes atteintes de troubles psychiatriques serait entre 10 et 20 ans inférieure à celle de la population générale. Donc ça veut dire que c'est vraiment important de s'occuper de soi. La santé mentale représente près de 14% des dépenses, soit 23,3 milliards d'euros. Voilà, le son est coupé. On va mettre, voilà. Oups, pardon, j'ai été trop vite. Et globalement, le coût annuel de la santé mentale serait de près de 70, donc 70 milliards d'euros, dont 126 milliards de coûts indirects, perte de qualité de vie, de productivité, etc. Donc, c'est non seulement d'un point de vue humain très important de s'en occuper, mais également d'un point de vue économique, on va dire, c'est tout aussi important parce que ça a un impact énorme sur notre vie en général et sur l'accompagnement des personnes. Donc, on ne considère plus l'addiction comme un manque de volonté, d'accord, actuellement, et c'est vraiment qu'une pathologie de la liaison et un dérèglement du système de récompense. Donc, c'est vraiment cette notion de récompense. Hein, notre cerveau va rechercher la récompense. Le sucre, par exemple, vous savez que c'est le produit le plus addictif au monde, c'est le sucre. Ce n'est pas la coke, c'est le sucre. Donc, ce qui évidemment va générer toute une série d'autres problématiques. Donc, dans les approches des addictions, il y a actuellement ce qu'on appelle les nouvelles approches des addictions. Pourquoi? C'est simplement parce qu'au lieu de voir ça comme un manque de volonté, eh bien, on essaye de repérer ça, on essaie de comprendre que notre cerveau a un rôle direct avec l'addiction. Notre cerveau est programmé pour rechercher notamment le plaisir, pour rechercher le système de récompense, d'appliquer le système de récompense. Et quand je suis dans ce schéma-là,
eh bien, ce n'est pas une question de volonté. C'est qu'il y a vraiment des mécanismes de défense qui se mettent en place et qui vont chercher à me couper de la souffrance en mettant en place justement d'autres systèmes de récompense ou des systèmes qui me permettent d'éviter la souffrance émotionnelle notamment. Donc, on a le rôle du cerveau dans l'addiction. Les neurosciences démontrent que le système de récompense cérébrale joue un rôle central dans la dépendance. On peut utiliser les thérapies psychocorporelles au lieu des thérapies uniquement conversationnelles. Pourquoi? Parce que l'intégration du corps dans le traitement des approches psychocorporelles ou par des approches psychocorporelles, comme on l'a vu la semaine dernière avec les apports des neurosciences, va améliorer l'accompagnement des personnes dépendantes. Et effectivement, le docteur Peter Stapleton, notamment, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, a démontré par le tapping, notamment l'estimation de points d'acupression, que les zones du cerveau qui étaient activées par le manque, ce qu'on appelle le craving, se désactivaient par la stimulation des points parce que ça activait le système parasympathique qui venait contrebalancer l'activation du système sympathique. Le système sympathique, c'est celui qui veut nous donner les moyens de la survie. Et je rappelle qu'une addiction, c'est un mécanisme de défense et d'évitement de la souffrance pour éviter le trauma qui est activé en essayant de le remplacer par une autre récompense, en l'occurrence ici, des produits de type addictif. Donc, important de bien comprendre ça. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on sait que les addictions, c'est plus une pathologie de la relation et ça dépasse beaucoup plus cette notion de manque de volonté. Quand on veut, on peut, mais non, ce n'est pas la réalité. Il y a vraiment un travail à faire au niveau psychocorporel, donc à la fois psychique, mais également corporel. Et on peut aider par le corps à décharger les tensions provoquées notamment par le manque ou par la blessure qui active un besoin de récompense qu'on va remplacer par un autre produit. Donc le cerveau est sous emprise. Il faut vraiment comprendre que c'est vraiment ça, le cerveau est sous emprise. Donc, en gros, l'addiction va détourner le circuit dopaminergique et il va provoquer un hijacking, c'est vraiment une prise d'otage du cerveau en amplifiant la recherche de récompense, etc. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Le cerveau va aller chercher ça. Donc, le craving, ce manque, c'est un signal de survie en réalité. Donc, le système dit, ben, je souffre, et donc je vais appeler à l'aide et je vais évidemment rechercher un produit qui va me faire oublier le manque, parce que ce manque, c'est une menace vitale au niveau de mon cerveau. Donc mon système va vraiment le vivre très mal. Et donc, ça veut dire aussi que ce manque va court-circuiter le cortex préfrontal, donc le cortex, notre cerveau analytique, d'accord? Et et c'est celui-là qui est chargé notamment de la prise de décision ou de l'inhibition, c'est-à-dire que je peux contrôler mes pulsions. Et c'est court-circuité. Et voilà, donc ça va donc augmenter donc, directement ces réactions. Et donc, quand on dit que ça rend les approches bottom-up essentielles, ça veut dire qu'on remonte à la source pour justement désactiver à la source. Et donc, on va essayer de désactiver ce manque, et notamment la stimulation de point d'acupression va permettre d'activer les relais qui permettent de désactiver les zones du cerveau en souffrance par le manque. Donc, on ne sent plus ce manque et le cerveau se calme. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre que les addictions sont en lien avec des causes neurobiologiques, émotionnelles et relationnelles. Et donc, on ne peut plus les stigmatiser comme par le passé, par un manque de volonté ou par le fait que la personne est égoïste ou égocentrique, ne pense qu'à elle. Non, il y a vraiment une relation entre on va dire le hijacking donc, qui est fait au niveau du cerveau, mais également les sources émotionnelles ou relationnelles. Et donc, si on pense aux sources relationnelles, bien évidemment, on revient à nouveau avec les blessures d'attachement. Et ces blessures d'attachement sont évidemment fondamentales pour créer une sécurité de base. Si je n'ai pas de blessure d'attachement, je n'aurais pas envie spécialement d'aller consommer des produits, ou je pourrais m'arrêter, c'est-à-dire que je pourrais le faire tout simplement par curiosité ou par plaisir, mais je ne tomberai pas dans un manque, dans une addiction et dans un comportement compulsif de consommation. Donc, stigmatiser le manque de volonté, c'est à bannir, ça ne sert à rien.
de l'approche multidisciplinaire du traitement sera intéressante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en combinant des soins médicaux, des soins psychothérapeutiques, un soutien social également, ça va permettre d'avoir une prise en charge complète des personnes dépendantes. Par exemple, au Canada, il y a déjà 20 ans d'ici, plus de 20 ans d'ici, il y a une trentaine d'années d'ici, ils avaient ce qu'on appelle des maisons de quartier, qui étaient des maisons où on retrouvait les services médicaux, les services sociaux, les services juridiques, les services d'aide, etc., au relogement. Et donc, quand les personnes étaient en déshérence, étaient en difficulté, la personne rentrait dans une de ces maisons de quartier, était prise en charge globalement. Et grâce à cela, à l'époque, le Canada avait une vingtaine d'années d'avance sur les autres pays parce qu'il y avait vraiment une approche intégrative qui permettait de résoudre le problème et de ne pas juste dire on va traiter un symptôme, mais on va vraiment aller travailler sur l'ensemble des critères pour pouvoir répondre à tous les critères, régénérer de la sécurité, avoir un accompagnement de type psy, un accompagnement de type social, un accompagnement de type médical et juridique. Comme ça, la personne est vraiment prise en charge globalement. Donc, approche multidisciplinaire du traitement est un élément enrichissant qui va faciliter tout ça. L'inclusion aussi, l'accompagnement. Donc, l'inclusion, ça veut dire qu'on va essayer de l'intégrer à nouveau dans la société et on va évidemment rechercher son accompagnement bénéfique et compassionnel. Pourquoi? Simplement pour restaurer le bien-être, restaurer l'estime de soi. Donc, c'est la blessure d'attachement. Et en la réparant, ça permet de diminuer les sources de souffrance et donc les besoins de se couper de cette souffrance. Donc, la définition moderne de l'addiction, c'est un trouble du système de récompense. L'addiction résulte d'une dysrégulation du système de récompense du cerveau qui va affecter la motivation et le plaisir. C'est également une perte de contrôle comportemental. Donc, la personne perd la maîtrise de ses actions et poursuit le comportement addictif malgré les conséquences négatives. Ça, il faut vraiment bien comprendre que c'est parce que mon système n'arrive plus à contrôler et je suis débordé par ce cerveau qui est en manque et qui va donc réagir. Donc, ça veut dire que l'approche qui va s'intéresser au cerveau va nous permettre vraiment et au corps, va nous permettre vraiment de décharger les tensions et de pouvoir éviter les passages à l'acte. Donc, on se retrouve avec un cycle compulsif et une détresse interne. Le cycle addictif vise à éviter un état interne douloureux, mais il va accentuer le caractère compulsif du comportement et peu à peu, il va générer lui-même une souffrance. Et effectivement, on va observer que la personne, dans son addiction, va commencer à déplacer le système vers d'autres types d'addictions si on le limite. Donc, c'est vraiment un déplacement de symptômes, d'où l'importance de travailler sur l'ensemble des approches et non pas sur un seul aspect. Le type d'addiction, on peut avoir des addictions aux substances, des addictions sans substance, et ça peut être aussi un mécanisme de fuite. Alors, addiction avec substance, l'alcool, la coke, les médicaments, et ça va modifier l'état interne par des consommations répétées. Donc, ça veut dire que notre cerveau, notre corps ne réagissent plus de la même manière. On a toute une série de capteurs qui vont être mis HS parce que certaines molécules vont venir les occuper, les charger, et du coup, notre cerveau, notre corps va arrêter de produire certaines molécules, par exemple, ce qui explique pourquoi, si vous arrêtez, par exemple, de fumer, eh bien, vous avez intérêt à modifier votre type d'alimentation pour essayer de reprovoquer la sécrétion, notamment des précepteurs de l'acétylcholine. Pourquoi? Parce que la nicotine vient bloquer ces récepteurs, et donc le corps ne sait pas qu'il doit refaire ou qu'il doit relancer la production d'acétylcholine. Donc, par exemple, pour éviter ce type de souffrance, eh bien, on peut préparer le terrain en invitant la personne à privilégier un certain type de consommation de produits qui vont permettre de relancer plus rapidement la production naturelle de ces précepteurs de façon à éviter que le manque de nicotine se fasse ressentir parce que on n'a plus de nicotine, mais on n'a plus non plus les éléments qui auraient dû être créés naturellement par notre corps, comme l'acétylcholine par exemple. Donc par exemple, quand on arrête de fumer, eh bien, on peut privilégier une alimentation particulière avec du foie par exemple. Bon, il faut aimer ça, hein. Tout ce qui est la famille des choux, donc tous les brassicoles,
tout ce qui est les poissons gras, hein, donc la sardine, au Maroc, il y en a beaucoup, elle est bonne, donc les saumons, etc. Donc toutes des choses qui vont aider le corps à provoquer la sécrétion de ces substances. Alors on peut avoir l'addiction sans substance, donc par exemple c'est les jeux, hein, les écrans, la nourriture, etc. Enfin la nourriture, on pourrait estimer encore que c'est une substance, surtout si c'est sucré. Mais par exemple, les jeux, les écrans, c'est très, très addictif. Et dans certains jeux, on a des jeux comme par exemple Minecraft. C'est un jeu horrible au niveau de l'addiction pour les enfants. Ça, c'est vraiment le jeu à bannir s'il fait un jeu, en tout cas à surveiller dans la consommation, parce qu'il va vraiment, vraiment attirer l'enfant dans un monde et ça devient très, très addictif et très rapidement. Moi, je me rappelle que j'ai vraiment dû arrêter ça avec mes enfants pendant le Covid. Donc, comme ils étaient à la maison, l'école poussait l'enseignement via les écrans. Donc, ça faisait déjà des écrans. Mais en plus, bon, ils ont commencé à jouer, évidemment, les uns avec les autres. Et puis, un jour, j'observe, je ne sais pas qui jouait à ce jeu-là. Donc, je les entends s'énerver avec un jeu. Donc, je vais voir ce qui se passe. Et je réalise que c'était Minecraft. Et Minecraft, c'est vraiment un des jeux les plus addictifs pour les enfants, même pour les adultes déjà. Et donc, c'est vraiment à bannir ou à réguler très, très, très fortement, en expliquant bien à l'enfant que si c'est un jeu, ça ne doit pas provoquer un énervement. Mais évidemment, comme le corps, le cerveau ne sont pas à maturité, eh bien, le cerveau n'arrive pas à gérer l'excitation, etc., et la concentration que l'écran va demander. Et donc, à un moment donné, le système va lâcher et va complètement s'activer. Donc, ça veut dire que le corps et l'esprit vont être complètement débordés, ils vont vraiment rentrer dans un jeu et le système nerveux n'arrive pas à digérer ce stress. Et donc, à un moment donné, ben, on sent que les émotions montent, la colère, l'énervement, etc. Donc, là, en tant qu'adulte, je vous invite vraiment à faire très attention à vos loulous et limiter les écrans certainement, mais en tout cas aussi observer avec quel type de jeu jouent-ils. Exemple, les jeux violents ne sont pas une bonne idée puisque le cerveau, avec l'écran, ne mesure pas la relation de cause à effet. Et donc, c'est pour ça que si je tape quelqu'un via les écrans, je n'observe pas, je n'intègre pas que taper quelqu'un physiquement, ça fait mal. Et on observe qu'on a eu des effets pervers par rapport à cela, notamment sur certains jeux très violents qui, aux États-Unis, au début, puisque c'est eux qui ont démarré ça, ont fini par développer des tueurs en série qui rentraient dans leurs écoles, leurs propres lycées, hein, les armes étant faciles d'accès aux États-Unis, et allaient abattre, comme dans des jeux vidéo, hein, les camarades de classe ou les autres coreligionnaires qui ne plaisaient pas pour des raisons X, Y ou Z. Et donc, ça a développé une montée de la violence au sein des écoles qui est vraiment énorme. Donc, addiction sans substance, on doit faire attention à ça. Mécanismes de fuite, ben dans les deux cas, ce sont des mécanismes de fuite, parce que le but, c'est que notre cerveau pense qu'en utilisant ça, il va se couper d'une autre souffrance. Donc, si vous m'entendez bien, vous comprenez que l'addiction, c'est un symptôme, ce n'est pas le problème. Il peut devenir un problème en lui-même à cause de la surconsommation, mais il est également, comment dire, ce symptôme est apparu parce qu'il avait une autre blessure qui portait une souffrance et que cette blessure n'était pas travaillée. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de chercher à quel moment le symptôme est apparu, mais c'est comprendre ce qui s'est passé dans l'année qui a précédé l'apparition du symptôme ou d'un déplacement de symptôme pour remonter jusqu'au symptôme premier et l'année qui précède et retrouver les événements déclencheurs. Donc ces événements déclencheurs sont importants parce que ce sont ces événements déclencheurs que nous devrions aller travailler, évidemment. D'accord? Donc, c'est bien une maladie du système de récompense. Pourquoi? Parce que la dopamine, notamment, elle est essentielle dans le système de récompense du cerveau, parce qu'elle va aider à réguler le plaisir et la motivation au quotidien. Donc, si j'ai un dysfonctionnement, ben, ce dysfonctionnement du circuit de récompense va causer des addictions, des troubles de l'humeur, une perte de plaisir, ça peut être l'anédonie, hein, la personne n'a plus aucune excitation, aucun plaisir à vivre, et parfois ça peut être en lien évidemment avec les blessures d'attachement. J'ai un patient qui est dans de l'anédonie plus, avec lequel on travaille beaucoup sur l'autocompassion, notamment, et arriver à le rebrancher sur des moteurs, sur des éléments motivants pour qu'il sorte évidemment de cette souffrance qui est quasi constante. Cette incapacité à se sentir heureux. Donc, tout cela, c'est un impact neurobiologique.
Les maladies du système de récompense sont liées à des changements neurobiologiques affectant la structure, les fonctions cérébrales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on observe que chez ce type de personnes, on peut observer des atrophies ou des hypertrophies de certaines zones, comme les amygdales limbiques, par exemple, ou l'hippocampe. Et c'est évidemment en lien avec le stress de fond, puisque, à nouveau, l'addiction finit par elle-même à provoquer aussi un stress, etc. Donc, ce sont les substances et le cerveau. Donc, on a le rôle de la dopamine, hein, qui stimule l'anticipation du plaisir et sa motivation, et ça peut être influencé par diverses substances ou comportements. Les effets des endorphines. Les endorphines procurent un soulagement psychique, donc favorisant le bien-être et la réduction de la douleur. Donc, par exemple, effectivement, si j'utilise mon corps, si je fais du sport, par exemple, je vais générer des endorphines, ce qui peut évidemment enlever une partie de la charge de souffrance et qui va me permettre d'éviter éventuellement de passer avec des produits simplement qui vont essayer de me donner une récompense plutôt que par l'extérieur plutôt que par mes propres comportements. Régulation par GABA ou glutamate, bon ça c'est des trucs, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas le but de cette présentation, mais effectivement, ça peut réguler l'excitation, ça peut réguler l'inhibition dans le cerveau, ça peut du coup rééquilibrer les réponses du système nerveux autonome, etc. Donc, on peut aussi moduler le stress, parce qu'on a notre système opioïde interne, notamment on a nos endorphines, hein, notre morphine naturelle. Voilà, donc tout ça peut aider à moduler et apaiser la détresse émotionnelle. Entre parenthèses, on commence à étudier de plus en plus certaines thérapies par les substances, hein, par les substances psychédéliques notamment, avec des résultats assez importants sur la dépression. Donc, mais sous contrôle médical, bien entendu. En Suisse, notamment, il y a une ou deux cliniques qui font ça régulièrement. Et les publications ont l'air vraiment intéressantes, voilà, y compris dans les résultats immédiats, mais aussi dans la durée. Donc, ce sera peut-être à étudier à l'avenir. Quand l'addiction s'installe, ben, la récompense devient essentielle. En gros, l'addiction, c'est quoi? C'est vraiment une impossibilité pour nous de gérer notre consommation. Donc, je deviens addict à un produit ou à un comportement, et donc je ne peux pas m'en passer. Donc, à partir de quel moment peut-on parler d'une addiction? C'est à partir du moment où j'ai une souffrance si je n'ai pas, si je ne peux pas recevoir le produit ou si je ne peux pas mettre en place l'action que j'ai besoin de mener. Eh bien, si ça génère une souffrance, c'est que vous êtes en addiction. Si vous dites, OK, je sais pas, vous prenez 22 cafés par jour et que vous dites, bon, c'est pas très bon pour ma santé, ben, si vous n'arrivez pas à vous en passer, c'est un phénomène addictif. Dès qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a un phénomène addictif. D'accord? Donc, la récompense devient essentielle. L'augmentation du stress aussi. En l'absence de la substance, le stress augmente. Et donc, ça va rendre la gestion émotionnelle difficile et ça peut aggraver la dépendance. Si vous vous souvenez, hein, ça peut aussi activer certains réflexes archaïques, comme si on était en danger de vie et de mort, qui vont eux aussi activer le signal d'alerte et augmenter la perception de la souffrance et de la douleur. Donc, ça veut dire qu'il y a une perte de régulation naturelle. Hein, le cerveau perd progressivement sa capacité à réguler la consommation, qui vise à éviter la souffrance plutôt qu'à rechercher le plaisir. Donc, on bascule d'une recherche de plaisir à évitement de la souffrance, ce qui est un deuxième signe d'addiction, c'est que je n'ai même plus le plaisir de la consommation, je n'ai plus que la souffrance du manque. Et je commence à être obnubilé aussi par cette demande, c'est-à-dire que mon cerveau commence à penser et à penser chaque fois à la prochaine prise. Ça peut être la cigarette, ça peut être un gâteau, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment une perturbation de mon schéma de récompense. L'impact du trauma précoce aussi peut jouer. Hein, donc, s'il y a une perturbation dans mon développement émotionnel, notamment non-intégration de réflexes primitifs ou archaïques, un trauma précoce peut freiner la croissance émotionnelle de l'enfant. Et donc, ça veut dire qu'il y aura une plus grande sensibilité, plus de colère, plus de réactions émotionnelles. S'il y a une blessure d'attachement en plus, ben, il y aura le style d'attachement qui viendra rajouter encore
une couche supplémentaire de stress, et donc ça va freiner cette croissance émotionnelle, et ça peut affecter la stabilité de la personne, que ce soit au niveau affectif ou dans la gestion des émotions. Donc, du coup, on va aller rechercher des substances pour remplacer cette récompense ou cette sécurité, ou pour me couper de la souffrance, justement, et de ne plus y penser. Alcool, bouffe, drogue, etc. Alors, l'attachement insécurisé durant l'enfance va accroître cette probabilité de développer des troubles psychologiques à l'âge adulte. Donc, c'est important de s'en occuper le plus vite possible. Ça peut générer des difficultés relationnelles et émotionnelles. Ben pourquoi? Ben parce que ces blessures précoces compliquent la construction des relations saines, fait apparaître les blessures d'attachement éventuellement, et donc j'ai plus de difficultés à gérer les émotions dans la vie quotidienne, ce qui va provoquer là aussi des besoins de pompiers. Hein, si vous vous souvenez des ego states, les pompiers, ce sont donc ces parts protectrices qui cherchent à nous couper de la souffrance, cette souffrance étant un appel à l'aide, et si ces parts protectrices se coupent, elles vont mettre en place l'apparition de TOC, de rumination mentale, d'addiction, de phobie, de comportements excessifs, et donc au bout d'un moment, ça va activer ce système notamment addictif à des produits ou à des comportements. Et je suis parti pour une retraumatisation potentielle, éventuellement à cause du dysfonctionnement de ces mécanismes qui, au départ, sont des mécanismes de défense et qui vont devenir finalement des mécanismes d'insécurité. Addiction, expérience traumatisante, donc il y a un lien direct entre les addictions, les traumatismes, voilà, j'étais trop vite, les traumatismes et les addictions. Donc la majeure partie des personnes souffrant d'addiction ont vécu un traumatisme ou des carences affectives, montrant une forte corrélation entre ces expériences et la dépendance. Ce n'est pas un biais cognitif, c'est vraiment une très forte corrélation entre les deux. Il y aura aussi un impact du contexte psychosocial, ça veut dire que la négligence, l'attachement insécure, la violence émotionnelle, ça va jouer un rôle majeur dans l'apparition des addictions. Pourquoi? Parce que ça souligne évidemment l'importance du contexte psychosocial. Si je suis élevé dans un contexte aimant, sécure, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de mise à l'écart, etc., pas trop de racisme ou autre joyeuseté, eh bien, le système va pouvoir se réguler, se co-réguler avec les partenaires et puis s'auto-réguler. Et ça va me permettre de gérer mes émotions, et y compris mes consommations, sans que je ressente de manque. Donc, le contexte psychosocial et le contexte psychosomatique et psychotraumatique va être très, très important dans la gestion et l'apparition des addictions. Alors, à nouveau, addiction, TOC, rumination mentale, comportement excessif. Hein. Ce n'est pas que les addictions. Donc, les addictions, c'est quoi? Ben, ce sont des solutions du cerveau traumatisé, tout simplement. Alors, pourquoi? Ben, simplement parce que les addictions sont fréquemment utilisées pour calmer le système nerveux. En gros, au départ, ce sont ce qu'on appelle des pompiers hein, dans les ego states. Ils viennent éteindre la souffrance, mais ils ne réparent pas la blessure. Donc, au bout d'un moment, cette douleur émotionnelle qui persiste ne sera plus contrôlée, ne sera plus régulée uniquement par un produit, mais par d'autres choses. Et c'est là qu'on voit apparaître ces fameux vases communicants avec des TOC, des ruminations mentales, des addictions, des phobies, des comportements excessifs qui se répondent les uns les autres. Je bois moins, je fume plus, je fume moins, je mange plus, je mange moins, je rumine plus, je rumine moins, je toque plus. Bref, ce sont des vases. Parce qu'on ne s'est pas occupé du vrai problème qui n'est pas le produit, 9 fois sur 10. Le produit, c'est juste une réponse de défense, d'évitement de la souffrance qui a marché un temps. Et après, ma consommation sort de mon contrôle parce que la blessure étant toujours là, je commence à changer de produit ou de comportement, toujours pour éviter la souffrance. Et si on évite la souffrance, à nouveau, ben, on va chercher une récompense. Donc le sucre, la coke, l'alcool ou d'autres façons de faire. Donc, ces comportements addictifs vont servir aussi au début à éviter la honte, me couper complètement émotionnellement, mais c'est aussi
pour moi une façon de survivre à une situation difficile, à des émotions difficiles que je n'ai pas appris à gérer. Et là, on revient vers la sécurité émotionnelle et affective des premières années qui sont en lien avec la blessure d'attachement. Donc souvent, il y a un manque d'estime de soi qui amène un manque de confiance en soi, puis d'affirmation de soi. Et donc certains produits vont donner ça. Par exemple, la coke, hein, la cocaïne, on se sent le roi du monde. Et puis c'est la descente qui va être compliquée. C'est que quand on rentre en manque, ça peut déclencher des descentes très violentes, par exemple, ou avec forte souffrance, mais quand on est sous l'emprise du produit, hein, on est le roi du monde. On a l'impression que tout va bien, on contrôle tout, que voilà, on démultiplie la créativité, etc. Sauf que ça ne dure pas. Donc après, on a cette chute et cette montée souvent de violence, etc. Donc, c'est aussi la régulation intérieure du traumatisme. Pourquoi? Ben parce qu'un cerveau traumatisé utilise les addictions comme un mécanisme de défense pour retrouver une forme de régulation intérieure. Donc, ça m'occupe l'esprit et donc ça me permet de ne pas me centrer sur les émotions présentes et donc d'éviter cette souffrance de base. Donc, il faut comprendre ce cycle addictif en 3 temps. D'abord, il y a un déclencheur avec aussi une envie intense. Ce facteur déclencheur suscite un désir intense, ce qu'on appelle le craving, le manque. Et il va amorcer le cycle addictif en augmentant la vulnérabilité puisque j'ai besoin de mon produit. Deuxièmement, il va apporter un soulagement temporaire. Pourquoi? Parce que cette consommation procure un soulagement. Il va renforcer ma satisfaction immédiate, mais il ne règle pas le problème de fond. Donc, au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Donc, je vais augmenter ma consommation ou démultiplier mes pompiers, mes consommations, jusqu'au moment où même cela va dysfonctionner de plus en plus. Et au bout d'un moment, ça va renforcer la culpabilité ou le manque, va accroître le besoin simplement et va relancer le cycle à nouveau d'addictif en 3 temps. Et ça rend évidemment l'arrêt difficile, puisqu'une part de moi est vraiment en manque, est vraiment en souffrance, a peur d'être moqué, d'être jugé, etc. Ou a peur d'être rejeté d'un groupe. Si je fume, par exemple, de l'herbe ou d'autres choses dans un groupe, je suis coupé du groupe si je ne consomme pas moi-même, puisque je ne suis pas dans le même état un peu de délire, hein, ou de trip, comme on appelle ça, et ce qui fait que je me sens éjecté, rejeté, et évidemment, ça va venir appuyer sur ma blessure d'attachement à 200%. Donc, très important de prendre en compte les aspects psychosociaux et de consommation, à savoir quels produits j'utilise, quand, dans quelles circonstances, et parfois la peur d'être jugé par les autres fait que je continue à consommer un produit ou à reprendre un produit parce que je ne peux pas assumer simplement le fait d'être rejeté par les groupes auxquels j'appartiens et auxquels ma consommation permet d'appartenir. Donc c'est vraiment un phénomène très connu. Si vous avez des amis qui fument du hash, de la beuh, comme on dit, de l'herbe et compagnie, que vous ne fumez pas, vous allez être décalé. Et vous allez vous demander dans quel délire les autres sont, mais vous n'allez pas du tout vivre au même rythme. Et vous allez soit vous exclure tout seul, soit vous allez simplement vous-même prendre des distances parce que vous allez dire, ça ne me convient pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. OK. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, d'accord? Donc le cycle auto-renforçant de l'addiction, pourquoi? Mais simplement parce que si je commence à être en manque, comme je le nommais, je peux avoir la peur du rejet aussi du groupe, mais j'ai aussi une tension, un malaise interne, parce que mon corps ressent du stress, du vide, de l'angoisse, et donc il va déclencher un système de menace qui est interprété par le cerveau comme un signal de danger, et je vais rechercher les moyens de me couper de ce signal. Si j'appartiens à un groupe de consommateurs, je vais aller rechercher un produit qui va me permettre de consommer. Ça veut dire que je vais rentrer dans un processus de recherche compulsive d'apaisement et donc de recherche compulsive du produit. Et ma vie va finir par tout doucement n'être plus centrée que sur la consommation et le reste va passer à la trappe peu à peu, ce qui va me faire sentir rejeté, complètement mal aimé par les personnes avec qui je vis, j'échange, etc. Parce que je vais me sentir de plus en plus détaché, rejeté, abandonné, pas pris en compte.
Ou simplement, si je n'achète plus, je n'intéresse plus non plus certaines franges d'amis, ce qui fait que les amis ne viennent plus, ce n'étaient pas vraiment des amis, ils venaient parce qu'ils étaient intéressés. Donc, face au malaise, une recherche compulsive du produit ou du comportement apaisant va s'enclencher de façon complètement automatique, tant que je ne suis pas en conscience de ce mécanisme. Ça peut apporter aussi un soulagement suivi d'une culpabilité d'être passé à l'acte. Donc le soulagement souvent est bref et de plus en plus bref. Il va laisser vraiment place à la culpabilité, à l'isolement et réactiver une certaine tension initiale, ce qui fait que je vais récupérer mon symptôme ou le déplacer vers un autre produit addictif ou un autre comportement d'évitement de la souffrance, comme les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies ou les comportements excessifs. Donc c'est important de comprendre ce système. Donc les piliers thérapeutiques essentiels, comme on l'avait tout à l'heure déjà un petit peu soulevé, est-ce qu'on prend ou pas un traitement médicamenteux personnalisé? Donc toujours vérifier. En tout cas, ça vaut la peine de toujours proposer à la personne d'aller en tout cas faire un examen médical approfondi ou un addictologue et d'aller voir un peu ce qui se passe en arrière-plan. Deux, rechercher un soutien psychologique. Donc, le soutien psychologique va permettre au patient de mieux gérer ses émotions et de faire face aux difficultés liées à la maladie, par exemple, simplement en étant dans l'acceptation, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui sont des TCC de troisième vague, ou les thérapies de type tapping, self-emotional balancing, qui sont des thérapies plus intégratives, qui font partie des TCC de quatrième vague. On est en train justement d'étudier de mieux en mieux, dont le MDR fait partie aussi, d'excite le courant TCC. Voilà, le fil psychologique va aider le patient à mieux gérer ses émotions, mieux comprendre son système interne et surtout à se désidentifier du programme. Donc ça, c'est très important pour justement pouvoir se reconnecter avec notre adulte intérieur et sortir du nœud dans lequel on est enfermé. Une éducation thérapeutique aussi sera intéressante. Pourquoi? Parce que si on implique activement le patient, donc thérapie centrée sur l'acte et l'engagement, par exemple, Acceptation and Commitment Therapy, qui dépend des TCC, le Self-Emotion Balancing, puisqu'il y a toute la partie d'autocompassion, la méditation d'autocompassion, qui porte l'intention de s'envoyer à nous également de l'intention d'amour inconditionnel, etc., ça peut évidemment venir soutenir cette éducation thérapeutique et cette autonomisation du patient. Donc, comment va-t-on faire? On va essayer de stabiliser le système nerveux. Donc, on va réduire l'hyperactivation. Et comment? Simplement, donc avant même toute démarche psychologique, ça va favoriser une présence corporelle plus stable. Donc là, par exemple, réflexe archaïque de sécurité, réflexe de paralysie par la peur, réflexe de Moro, réflexe de protection. Ce sont des réflexes qu'on va aller travailler pour permettre déjà au corps de fonctionner à 100% de sa capacité d'autonomisation. Deux, on va développer l'auto-apaisement. Donc, on va apprendre certaines techniques comme la TRE, Tense and Trauma Release Exercise, ou le shaking, donc le fait de laisser trembler le corps comme après un choc émotionnel, afin d'aider le corps et le système nerveux autonome à évacuer le stress de la façon la plus efficace possible avant de revenir à une gestion normale du stress plutôt qu'une gestion toujours dans l'urgence ou dans je suis en danger ou je vais mourir. Dans le fameux fight, flight, freeze. Donc on développe l'auto-apaisement par cette capacité d'auto-apaisement et d'auto-régulation du système nerveux et de la sécurité intérieure. On va utiliser des outils de stabilisation, la respiration régulée, par exemple, le mindfulness interoceptif, donc en observant l'intérieur de ce que nous vivons, des approches polyvagales, donc stimulation de points, stimulation visuelle, etc. Combinaison de ces stimulations de points, de combinaisons visuelles et éventuellement l'intégration par les réflexes archaïques d'une plus grande sécurité de base, d'accord? Et on va intégrer peu à peu l'approche polyvagale, même si elle est critiquée parce qu'elle est incomplète.
et les techniques d'ancrage corporel. Tout ça va être, pardon, efficace. Je suis en train de tapoter en même temps, j'ai un bâillement efficace pour stabiliser le système nerveux. D'accord? Donc, quelles sont les motivations et la psychoéducation? Ben, déjà, c'est comprendre l'addiction. Qu'est-ce qu'elle vient remplir comme fonction dans mon système? Si je comprends sa fonction et son rôle, je peux évacuer la culpabilité, la honte, déjà, et mieux accepter la situation. C'est un mécanisme de défense et de protection d'une partie blessée. Comment puis-je atteindre et accéder à la partie blessée? Comment puis-je répondre à cette blessure, notamment par de l'autocompassion, si ça touche à l'attachement et à la reconnaissance. Et après, c'est simplement laisser mon système déposer tout ce qu'il doit déposer. Donc, comprendre l'addiction, favoriser l'engagement, par la motivation notamment, pour qu'il rentre dans un processus de changement spontané, tapping, focalisé sur l'expiration, etc. Réduire l'ambivalence et construire un projet, ça veut dire que je vais vraiment repérer quelles sont les parts de moi qui sont activées à l'idée d'abandonner un produit addictif, quelles parts de moi sont dans la curiosité de continuer à consommer, quitte à se retrouver plus tard. Donc, on va réduire l'ambivalence en nommant bien les parts des uns et des autres, de façon à ce que la personne puisse se rendre compte exactement de l'environnement dans lequel il évolue et de savoir comment il peut mettre en place ce qui lui permettra de se retrouver dans un futur proche. Donc, réduire l'ambivalence et construire un projet, c'est vraiment important. Donc, pour faire tout ça, j'ai besoin de quoi? De traiter les addictions. Donc, ça peut venir de blessures relationnelles, on l'a déjà nommé, de la honte, d'un attachement insécure. Donc, ça va impacter mon bien-être émotionnel. Ça peut être aussi en lien avec l'impact de traumatismes non intégrés. Exemple, un trauma non intégré peut être à la racine de comportements addictifs, perturbant la régulation émotionnelle. Donc, je cherche à compenser ce manque ou ce vide en soulageant mon système. Intégration des approches thérapeutiques, ben oui, donc on a actuellement des approches comme le MDR, l'IFS, le SEB, l'IPF, donc l'intégration des parents idéaux, on va dire. Voilà, les thérapies relationnelles, le SEB, tout ça peuvent être utilisés pour réguler les émotions et traiter les causes profondes. Donc, je vais rechercher ma capacité à pouvoir être en lien justement avec moi-même et ne pas me laisser emporter par les produits et les récompenses, le circuit de la récompense rapide. Donc, on va faire ce qu'on appelle une restructuration cognitive efficace. Donc, on identifie les pensées automatiques, qu'on appelle aussi les filtres mentaux, ou les perturbations cognitives, les troubles cognitifs. Cette restructuration cognitive va aider à identifier les pensées automatiques, voilà, et donc on va modifier ces filtres mentaux. Exemple, je vais poser plusieurs questions à mon système. Est-ce que c'est vrai? Donc, on retrouve ça par exemple chez Byron Katie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et si ce n'était pas vrai, qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Donc, on va poser des questions à l'inverse. Par exemple, j'identifie une pensée négative, je recherche son opposé. Et est-ce que c'est vraiment vrai que c'est toujours négatif? Ou est-ce que dans ma vie, c'était plus positif? Donc, il y a des techniques de reformulation qui peuvent dépendre des thérapies humanistes, par exemple, rogerienne ou Colette Portelance, pour justement aller observer quels sont les enjeux réels du système. Les stratégies alternatives pour les difficultés, on va essayer de développer de nouvelles stratégies pour éviter de retomber dans le panneau. Donc, par exemple, si je sais que si je sors, j'ai tendance à consommer, je vais peut-être éviter de sortir. Le temps de laisser mon système digérer tout ça. Et après, je réessayerai par petites doses pour voir si, en sortant, je me refais piéger par les amis qui consomment, par exemple, ou si c'est OK pour moi de rester basé sur ma compréhension de ce qui se passe sans me laisser influencer par les amis, les comportements sociaux
ou psychosociaux. Donc, prévention des rechutes et prise de décision, cette restructuration cognitive va permettre d'aider à prévenir les rechutes et à restaurer la capacité de décision. La capacité de décision peut être en lien aussi avec des réflexes archaïques, notamment les 3 de sécurité de base, réflexe de paralysie par la peur, réflexe de protection et le moro. Et donc, ça va renforcer l'autonomie. Et puis, ça peut être complémentaire à d'autres approches. Donc, par exemple, je peux utiliser seul. Cette restructuration cognitive montre ses limites et nécessite d'autres volets thérapeutiques pour une efficacité complète. Je rappelle que certaines études ont été menées depuis 20-30 ans sur les thérapies de type cognitivo-comportemental, etc., ou sur d'autres types de thérapies aussi, et notamment dans la gestion des traumas complexes et des blessures d'attachement. Et parfois, on pouvait avoir une retraumatisation où on était à la limite de l'effet placebo à 2-3% près par rapport à d'autres pratiques qui, elles, ne fonctionnent pas du tout. Par exemple, la PNL sur le travail des traumas ne fonctionne pas. On travaille sur les symptômes, mais pas sur le problème de fond. Donc, il faut faire très attention de ne pas forcer. Et donc, si vous êtes coach, par exemple, normalement, le coach ne va pas visiter le passé. Pensez à référer à quelqu'un qui est formé à travailler les traumas et surtout le passé. Voilà. Ou alors faites-vous superviser, ou alors formez-vous tout simplement au trauma, de façon à pouvoir changer de casquette en reprécisant bien que votre contrat avec votre accompagné se modifie en fonction de ce que vous choisissez de travailler. Et c'est vraiment important de prévenir les rechutes et d'empêcher cette difficulté de prise de décision. La complémentarité avec d'autres approches, ben oui, il y a des complémentarités. Pourquoi? Parce que dans les outils actuellement, on sait qu'on peut utiliser plusieurs approches combinées tant qu'on répond à la demande de fond et on va chercher à réparer ce qui serait utile de réparer pour éviter de reproduire ce type de schéma avec d'autres personnes. Voilà, donc ça veut dire qu'une restructuration cognitive seule montre des limites, donc il faut une intégration avec d'autres approches. Donc, que va-t-on faire pour réduire les addictions? On va essayer déjà de modifier l'environnement et les habitudes. Donc, ça veut dire réduire les risques par la routine. Je m'ennuie, du coup, je consomme. Donc, on va changer le cadre de vie, les habitudes quotidiennes. On va aider à diminuer les facteurs de risque liés aux addictions, y compris éventuellement en utilisant des techniques psychocorporelles comme le shaking, le tapping ou d'autres approches, le champ visuel. On va renforcer les liens, les soutiens sociaux et les liens sociaux. Pourquoi? Parce qu'un réseau social positif et solidaire, c'est essentiel pour prévenir les comportements addictifs et encourager le changement. Pourquoi? Parce que si je sais qu'on s'occupe de moi, j'ai le droit de rester calme. Donc, si je n'observe pas ça, je suis isolé, eh bien, je vais porter tout seul la charge émotionnelle et ça va évidemment me fragiliser pour la suite. Identifier les déclencheurs. Identifier les déclencheurs, c'est reconnaître les facteurs déclenchants dans le quotidien et ça va me permettre d'agir efficacement pour prévenir les addictions. Si je sais que je vais dans tel quartier à telle heure, je risque de tomber sur des amis qui vont commencer à consommer, à tirer l'arigot, l'alcool, des joints ou d'autres choses, je vais essayer d'éviter volontairement d'aller dans ce type de quartier dans ces heures-là pour justement déjà limiter les tentations et identifier ces déclencheurs de façon à éviter justement de pouvoir les déclencher. Donc, je vais adapter aussi les rythmes quotidiens, donc organiser, adapter les rythmes de vie, pas favoriser un environnement sain et faciliter la prévention des comportements addictifs. Parce que si j'ai une routine, si je me sens en sécurité, si je sens que je suis aimé par les autres également, je vais pouvoir me sécuriser. Et ça veut dire que j'ai le droit de dire non, tout simplement, plutôt que de porter encore et encore. OK, toujours pas de questions? Je vais vite, là, je vais vitesse VV prime. Donc, toujours pas de questions? Non, sûr? Donc, réduire les risques par la routine, renforcer les soutiens sociaux, identifier les déclencheurs, adapter les rythmes quotidiens afin de favoriser cet environnement sain. Les addictions et leur sensibilité. Donc, les addictions, dans un premier temps, vont soulager une souffrance, mais dans un second temps, vont développer
un manque parce que cette excitation que j'avais au début, je ne l'ai plus de la même manière. Et donc, je vais aller la rechercher en me mettant dans des situations potentiellement dangereuses. Donc, les addictions et leur sensibilité, elles ont un impact sur le stress. Le stress augmente la vulnérabilité au comportement addictif et ça va faciliter le recours aux substances ou aux habitudes nocives. Premier plan. Deuxième plan, l'influence de l'environnement. Les environnements défavorables ou stressants favorisent à nouveau le développement et l'aggravation des dépendances. Si je suis sous stress, je vais avoir tendance à vouloir me récompenser, avoir un plaisir rapide, et même s'il est addictif, je ne m'en rends pas compte, mais peu à peu, mon système va flamber. D'accord. Le rôle des relations et des routines, même chose. Les routines inadaptées entretiennent les addictions, les relations toxiques aussi, et ça va compliquer la démarche de sevrage. Donc, si j'observe que certaines personnes ont clairement une influence négative sur mon système, ben, si je suis dans ma posture d'adulte bienveillant, je limiterai mes connexions, mes contacts avec ce type de personnes, parce que je sais que c'est trop dangereux, tout simplement. Et donc, je vais prendre soin de moi de la meilleure façon possible, idéalement. Hop. Donc, intervenir pour mieux vivre, ben, que va-t-on faire? Ben, on va favoriser un environnement sain, d'accord? Pour simplement trouver un équilibre entre le bien-être physique et mental au quotidien. On va équilibrer les rythmes de vie de façon à adopter les rythmes de vie qui permettent un équilibre entre le travail, les repas et le loisir, et favoriser également la santé globale. Je vais renforcer le soutien social. Donc, je vais essayer de le faire par un appui moral ou par une aide à surmonter les moments difficiles qui améliorent mon bien-être. Je vais gérer les déclencheurs de stress. Comment? Pourquoi? Parce que ça va me prévenir, ça va m'aider à éviter les situations stressantes ou difficiles avant qu'elles n'apparaissent. Donc, je vais mettre de l'ordre dans mes relations, par exemple. Je vais mettre de l'ordre dans mes centres d'intérêt. Je vais recadrer les autres. Je vais repréciser mes besoins pour éviter de porter tout ça tout seul. Donc, on va innover les sources de récompense, par exemple, en augmentant la motivation et l'engagement. Pourquoi? Parce que ces nouvelles récompenses vont renforcer la motivation et l'engagement des employés. Je peux développer des avantages personnalisés, donc la reconnaissance sociale, le télétravail, les bonus adaptés offrent des avantages personnalisés qui répondent aux besoins de chacun. La fidélisation des talents, donc les récompenses innovantes encouragent la créativité et contribuent à fidéliser les talents au sein de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je vais m'entourer de personnes non toxiques, mais plutôt créatives, plutôt que de personnes toxiques qui me chargent. Je vais aller rechercher des gens qui excitent mon intelligence, qui activent mon intelligence et mon envie de comprendre et mon besoin tout simplement de me sentir entendu. Donc, c'est vraiment des éléments assez importants. On va rééduquer le cerveau addictif en faisant comment? En ayant des activités saines, des routines positives. Adopter des activités saines et des routines positives va aider à remplacer les comportements addictifs et favoriser le bien-être en général. Je vais développer de nouveaux comportements. Donc, la rééducation du cerveau addictif nécessite l'apprentissage de nouveaux comportements qui vont apporter du plaisir et de la motivation de façon naturelle. Et finalement, je vais restaurer cet équilibre émotionnel. Comment? En renforçant l'estime de soi, du coup la confiance en soi. Et ça va favoriser une vie sans dépendance. J'ai le droit d'aller boire en fumant un verre. Mon système accepte d'aller fumer un verre. Et les autres parties protectrices vont mettre ça dans un grand panier et oublier, vite fait, bien fait, qu'on s'est laissé piéger. Les clés du bien-être, ça dépend à la fois d'une activité physique régulière. Donc, bouger fréquemment va favoriser la santé physique et mentale
aidant à prévenir le stress et les maladies, et donc les addictions notamment. Ça va générer des liens sociaux solides, donc je ne me sens pas isolé, je ne me sens pas en danger. Du coup, mon système peut rester avec l'attachement classique et le sécuriser. Je peux établir des hobbies et de la créativité pour que mon cerveau créatif se développe. Or, je rappelle, la créativité, c'est une des conditions du self. Donc, c'est vraiment une des visions personnelles, réelles d'une situation où je me sens en sécurité grâce à la créativité. Donc, ça va développer cette créativité, c'est une source de plaisir, et je vais utiliser des rituels corporels apaisants, par exemple la respiration consciente, la cohérence cardiaque, compassionnelle. Voilà, tout ça va favoriser un équilibre intérieur et être la clé de la sérénité. Donc, le SEB, le Self-Emotional Balancing, c'est une clé contre l'addiction également. Pourquoi? Mais parce qu'on a une action directe sur le système nerveux par la simulation de points, mais aussi par les respirations que l'on va encourager. On va identifier les états déclencheurs pour ressentir ce qui se passe dans mon corps et identifier les états internes qui déclenchent l'addiction de façon à pouvoir justement me dépiéger de tout cela. Donc, ça me permet de ressentir dans le corps, de me reconnecter et d'aller nettoyer tout ce que j'aurais à nettoyer spontanément. Je vais m'autoriser à identifier les états déclencheurs. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de mieux ressentir dans mon corps et de repérer les déclencheurs, c'est-à-dire les états internes qui provoquent justement le besoin d'un pompier, le besoin d'un protecteur, et qui pourraient se traduire par justement une addiction notamment. Donc, on va utiliser ces outils comme le SEB comme un outil de régulation émotionnelle et de prévention. On peut aussi l'utiliser à chaud ou a posteriori pour désensibiliser les réseaux de souvenirs. Donc, on va réguler la tension émotionnelle et on va prévenir les rechutes, ce qui va permettre de restaurer donc, cette intégrité psychique ou également psychocorporelle. Donc, c'est une prise en charge globale dont on a besoin. Ce n'est pas uniquement on arrête le produit. Non, c'est une approche globale. Donc, cette approche multidimensionnelle va impliquer des interventions neurobiologiques. Donc, on va activer peut-être certaines médications, certains supports, mais on va aussi avoir un soutien émotionnel au niveau des relations, au niveau des comportements, au niveau corporel et existentiel. C'est vraiment une approche globale. Ce n'est pas juste le produit. C'est qu'est-ce qui génère probablement une blessure d'attachement, un manque de confiance en soi, d'estime de soi, qui a amené le besoin pour gérer ces niveaux d'angoisse et d'anxiété, de peur de rejet, qui a amené à devoir consommer un produit particulier. Donc, on va reconstruire la sécurité et la dignité, notamment simplement en pensant à la restaurer ou à la reconstruire dans l'amour inconditionnel. Et ça peut suffire pour que tout mon système déclenche une réponse de relaxation. On va développer des ressources internes. Donc, on va aller chercher justement dans mon histoire de vie, qu'est-ce qui viendrait à l'opposé de la croyance qui me blesse, qui fait que j'ai besoin du produit. Par exemple, j'ai de la valeur, et je vais aller me rebrancher sur des souvenirs où j'ai pu me dire j'ai de la valeur, ou à défaut, que quelqu'un m'a nommé le fait que j'avais de la valeur. On va donc rétablir du lien, et si je rétablis du lien, je peux rétablir éventuellement la capacité d'aimer et de laisser faire le système. Donc, la prise en charge va restaurer l'aptitude à aimer et à créer des liens sociaux authentiques. Donc, c'est vraiment toute la blessure d'attachement qui doit être nettoyée et travaillée de façon efficace. Donc, on peut utiliser pour faire cela une phase de stabilisation. Donc, exemplement, le SEB par la respiration, par le tapping, par le shaking, par des méditations guidées autour de la compassion et de la libération de croyances bloquantes ou de filtres mentaux. Eh bien, je vais apaiser mon système nerveux. Donc, la phase de stabilisation va vraiment calmer le système nerveux avant d'aborder l'histoire du patient et ça va faciliter la gestion émotionnelle et donc, du coup, la digestion émotionnelle. La gestion du craving, du manque par l'acupression, même chose. On sait maintenant que le tapping, tout ce qui touche le tapping,
rappelle, c'est pouce sur le bord du doigt, bord de l'ongle, notamment tous les points d'acupression. Eh bien, la stimulation de ces points va diminuer la pression de l'amygdale, notamment, et va aider à gérer le craving de manière autonome. Donc, effectivement, on va se sentir en plus grande sécurité, simplement parce que cette sensation de manque, qui est due au manque du produit et au circuit de récompense qui n'est plus récompensé comme notre corps s'y attend, eh bien, ça va permettre de calmer le système et donc de nous amener peu à peu vers la co-régulation, où un autre adulte bienveillant me permet de mieux gérer mes émotions et va m'autonomiser à un moment donné pour que je passe à l'autorégulation et ma capacité à digérer simplement moi-même les tensions diverses sans me mettre la moindre pression. Donc le soutien à la co-régulation est super important pour justement aider le patient à tolérer l'inconfort du manque sans recourir à la fuite ou à l'attaque, mais simplement à l'idée de se calmer. Donc, comment traiter les traumas avec les EFT cliniques, par exemple, ou les addictions, donc, qui est un mécanisme de défense. Et on va aller désensibiliser les souvenirs traumatiques, tout simplement, en les ciblant. On va permettre de réduire l'impact émotionnel des souvenirs traumatiques également, notamment liés à l'addiction et aux expériences douloureuses. Et on va réduire les envies grâce au déclencheur, donc en tapotant, par exemple, faisant des rondes de tapping sur la représentation du produit addictif, mais aussi sur toutes les situations dont je pourrais me souvenir qui pourraient être à la base de l'apparition des symptômes qu'on appelle les pompiers, donc TOC, rumination mentale, addiction, phobie et comportement excessif. On va rechercher les événements qui ont amené à l'apparition de ces comportements et du coup de ces symptômes. Donc, on va réduire les envies grâce au tapping, d'accord? Et si je peux tapoter sur des points spécifiques en fonction de ma connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, je peux accélérer les processus et ça va diminuer clairement l'envie de consommer des substances. Et à nouveau, ça va accélérer grâce à cela le rétablissement, le bon rétablissement. Ça va également favoriser l'acceptation de soi, ça va réduire la honte et ça va briser la culpabilité qui est liée à la dépendance et je peux simplement être conscient que je suis ici et maintenant moi-même. Voilà. On va donc aussi faire du reparentage et guérison d'attachement. Pourquoi? Parce que la base de cette sécurité émotionnelle affective, c'est effectivement ce vide affectif. Donc, l'addiction vient remplir ce manque. Donc, l'autocompassion, à nouveau, est à aller explorer parce que vous avez très souvent une blessure d'attachement quand vous avez des phénomènes addictifs. Il y a une très mauvaise image de soi, un manque d'estime de soi, qui amène un manque de confiance en soi, qui amène un manque de prise de position, d'affirmation de soi. Et très souvent, on va observer que c'est une blessure d'attachement et une insécurité de fond majeure qui provoque notamment l'addiction. Donc, si je travaille sur les mécanismes de reparentage, sur les parts, je ne répare pas la blessure d'attachement qui reviendra de toute façon, quoi qu'il se passe. Donc, le reparentage va enseigner au patient à devenir sa propre figure d'attachement sécure, favorisant la guérison intérieure. Et ça va amener aussi une structure interne solide. Pourquoi? Parce que grâce à ce travail intérieur, et notamment la reconnaissance des parts, de leurs besoins, de leurs fonctions, de leur bienveillance, de leur bientraitance, la substance va être remplacée par une structure interne solide. Alors ici, j'ai marqué une barre d'ancrage, mais pensez simplement à votre lieu de sécurité ou lieu de sérénité, si vous êtes des habitués de l'hypnose ou du travail en EMDR. Et donc ça, c'est vraiment comme ça que nous allons pouvoir sortir de ce nœud-là, c'est sortir de l'addiction. C'est par ce reparentage intérieur ou par l'accueil de nos parts, de nos parties qui vont nous permettre de réparer. Et donc, ça va me redonner ces structures internes solides. Et je suis déjà à la fin de ma présentation, quasiment. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je n'ai pas eu de questions. Donc, je serais curieux de voir s'il y a des questions ou si on peut faire un débat ouvert sur cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, les addictions, ça fait partie des mécanismes de défense qui se mettent en place notamment suite à des traumas. Donc, les addictions se mettent en place comme
Ça pourrait être des phobies, des comportements excessifs, des TOC, des ruminations mentales. Donc, c'est simplement un symptôme comme un autre. La seule difficulté, c'est qu'il peut y avoir effectivement des aspects plus aussi corporels. Et donc, au niveau des aspects corporels, il y a aussi un temps, évidemment, de désactivation, de sevrage des produits ou du comportement. Et donc, ça va être important de le soutenir de façon multifactorielle, que ce soit par un soutien par des personnes qui seraient en présence, bienveillantes, un soutien éventuellement médicamenteux temporaire, un soutien par d'autres types d'activités, un soutien par des pratiques de type compassionnel ou méditative pour pouvoir calmer le système et qu'il puisse se sentir en sécurité. Donc ça, c'est vraiment la base première de notre travail. Et donc, toute la réparation des blessures d'attachement restera vraie. Ça veut dire que lorsqu'il y a des addictions, on va faire vraiment une anamnèse, une ligne du temps globale, de façon à les repérer quels sont les épisodes déclencheurs de l'apparition de fragilité et peut-être de comportements qui viennent compenser cette fragilité, ce manque d'estime de soi, et puis aller réparer les événements principaux ou désinstaller les croyances qui se sont installées à la place. Et là, on appelle ça les filtres mentaux, les distorsions cognitives qu'on va aller réparer. Voilà, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des questions, tout simplement? Oui, Yves, je pense qu'il y a des questions dans le chat. Ah, ok, parce que je ne les ai pas vues. Alors, pardon, alors je vais aller ouvrir ça. Où est-ce qu'il est le chat, chat, chat? Où est-ce qu'il est le chat? Il est là en bas, le chat. Voilà, alors ça, c'est pas le chat. Je veux le chat. Ah, voilà, 44. Mais donc, moi, j'ai rien vu du tout. Attends, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'elles sont passées? Pourquoi est-ce que j'ai pas les... Ah, voilà, ok. J'étais pas sur le bon onglet. Du coup, j'ai pas vu. Alors, attendez, je reprends tout ça depuis le début. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est valable pour toutes les addictions comme les écrans, le perfectionnisme, etc. Oui, donc les addictions, ce sont des addictions. Alors, c'est vrai que certaines addictions peuvent, par exemple, addiction à certains produits, peuvent amener un dysfonctionnement et le temps que notre corps reprenne l'habitude de recréer certaines molécules, un soutien alimentaire peut être intéressant, par exemple, pour justement aider le corps à resécréter, comme tu expliquais tout au début, l'acétylcholine, par exemple, ou les précurseurs de l'acétylcholine. Ça, c'est un des classiques quand on fume. C'est un élément intéressant. Alors, les séparations construisent aussi l'addiction. Ben oui, donc toute blessure d'attachement, tout trauma peut amener des mécanismes de défense. Donc, les mécanismes de défense, c'est TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif et des vases communicants entre tout ça. Et évidemment, l'origine de ça, ce sont des blessures. Donc, ça peut être des blessures traumatiques pures ou des blessures d'attachement, par exemple. Trauma complexe sera plus difficile à bosser qu'un trauma simple. Et voilà. Est-ce que les médicaments peuvent aussi guérir des addictions? Alors, non, les médicaments seuls, certainement pas, parce que, comme je l'ai nommé, il doit y avoir un travail à la fois sur les comportements, hein, cognitifs et comportementaux, et éventuellement aussi comme en psychologie positive, dont font partie, par exemple, aussi, c'est un des modèles intégrés au Self-Emotional Balancing. Eh bien, c'est un modèle où on va intégrer aussi la capacité d'autocompassion qui vient réparer la blessure d'attachement. Très souvent, c'est un manque d'estime de soi, un manque d'image de soi, hein, où ça vient toucher à notre image. Quand on tombe dans une addiction, parfois c'est involontaire, parfois c'est provoqué. À ce moment-là, ben, on peut reconstruire toute notre image. Et si l'estime est touchée, c'est la blessure d'attachement. Donc, on va devoir aller bosser sur ça pour sortir de l'addiction. Si je répare la blessure d'attachement, l'addiction peut disparaître d'elle-même, d'accord? Comme n'importe quel autre mécanisme de défense ou d'évitement de la souffrance. Donc, c'est vraiment important. Ça peut aller très vite, hein. Je me rappelle quand j'avais 17 ans, donc j'étais à l'Athénée, hein, j'étais en cinquième ou en réto, et euh, on avait loué, avec toute une bande d'amis, on avait loué un appartement à la mer, à la côte belge. Et donc, on était sortis, on avait sous-loué tout le monde, on était 10-12 à avoir fait ça. On est allé passer des vacances, c'était les vacances de période de Pâques, cette période-ci, etc. Et on sort dans une boîte et voilà, on s'amuse assez bien, on sympathise avec
les portiers, avec les gens de la boîte. C'est une boîte qui était destinée aux moins de 18 ans. On n'avait pas 18 ans. Et puis, eux nous invitent dans une boîte où il faut 18 ans. Et donc, on ne pouvait pas y rentrer normalement, mais ils nous disent non, mais vous allez rentrer avec nous, etc. Et donc, on y va. Et effectivement, c'était un peu, c'était très chouette à vivre. Ça s'appelait le Number One à Knock. Knock, c'est une cité balnéaire assez cossue, on va dire, en Belgique. Et donc, on y va. Et je me rappelle que je commande, je crois que c'était, à l'époque, c'était fort à la mode, c'était un pizza gambon, donc c'était une sorte de liqueur de banane avec un jus d'orange, donc un truc tout simple. Et je bois un verre de ça. Une autre amie aussi avait pris ça. Et je me sentais vraiment bizarre, c'est-à-dire que je me sentais très joyeux, je rigolais à n'importe quoi, ce qui n'est pas tout à fait mon caractère, même si j'ai de l'humour. Et j'ai vraiment réalisé que ce n'était pas normal. Et donc, on avait mis un produit dans le verre. Et à moi, il y a une autre des personnes. Heureusement, dans le groupe, ils se sont rendus compte parce que ce n'était pas normal. Et ce qui était assez étonnant, c'est que le lendemain, on avait très envie de retourner dans cette boîte et de redemander la même chose parce qu'on avait vraiment eu un effet euphorisant très, très fort. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Donc, ça a été niet hors de question de retourner dans cet endroit. En gros, c'était une façon de piéger les gens, hein, de leur donner envie. Et évidemment, après, ben, on pouvait tomber dans une forme d'addiction parce qu'on allait consommer ou avoir envie de revivre le même scénario. Donc, c'est des mécanismes qui peuvent aller très vite et en fonction de notre stabilité émotionnelle, de notre capacité à, on va dire, notre estime et notre confiance en nous, ben, on peut tout à fait tomber dans ce type de piège. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Ça peut aller très vite, mais on peut aussi en sortir très vite pour autant qu'on soit accompagné correctement. Euh, les séparations conduisent aussi à l'addiction. Ben, les séparations, si c'est une blessure d'attachement et qu'il y a de la souffrance, on va chercher à se couper de la souffrance. Donc, on peut effectivement se couper par TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif, etc. Et évidemment, on peut tomber là-dedans. La dépression, même chose. S'il y a une blessure d'attachement, en l'occurrence, donc là, il y a cette tristesse de fond. Est-ce que les médicaments seuls peuvent guérir les addictions? Non, j'ai répondu. Existe-t-il des études scientifiques qui démontrent l'efficacité des thérapies somatocognitives? Ben oui, bien sûr, il y a plein d'études qui existent déjà. Bon, déjà, en Grande-Bretagne, au UK, ils ont intégré ces approches justement dans le courant qu'ils appellent les approches somatocognitives, dans lequel ils ont mis aussi le MDR, etc. Euh, le docteur Peter Stapleton, il y a 3-4 ans, peut-être 5 ans, je ne sais plus exactement, avec la Bond University en Australie, a démontré en imagerie cérébrale que les zones des addictions, donc déclenchées par le manque, par le craving, se désactivaient par le tapping des points de type EFT, donc les points d'acupression en général. Ça a été démontré, étude qui a été refaite depuis lors. Et sur son site, à elle, vous trouvez des dizaines d'études sur plein de sujets différents. Donc, je rappelle que le courant qu'on appelle la psychologie énergétique, mais qui fait partie en réalité des TCC, de troisième, voire même plutôt de quatrième vague. D'ailleurs, le docteur Peter Stapleton est en train d'interviewer pas mal de gens sur le sujet. Eh bien, je veux dire, on a des dizaines d'études qui sont publiées actuellement. Donc, c'est le courant qui est, je pense, le deuxième courant le plus étudié au monde depuis quelques années. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a vraiment des grands changements. Je rappelle que Bessel van der Kolk, qui est un des deux papes avec Onno van der Hart des traumas, recommande le tapping. Hein. Pour lui, c'est une des révolutions du 21e siècle. Il dit que c'est vraiment un outil super important. Donc, bien sûr, il y a plein d'études hein, sur le sujet. L'addiction au jeu d'argent, peut-on la traiter avec des médicaments? À nouveau, si c'est un médicament seul, non, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect psychologique, il y a un aspect d'attachement. On ne répare pas une blessure d'attachement avec un manque d'estime de soi, etc., par une médication. Ça ne fonctionnera pas tout seul. Ça peut être aidant, etc., mais une thérapie sera toujours utile. Donc, en général, d'ailleurs, on conseille toujours une approche combinée, médication et accompagnement psychothérapeutique, en prenant des approches psychothérapeutiques, personnellement plutôt psychocorporelles, pour éviter que ça ne soit que mental. Si vous êtes que dans du conversationnel, la partie mentale peut ne pas être suffisante.
puisqu'il y a des mécanismes de défense qui peuvent être installés. On appelle ça les PAR, hein, les ego states, les états du moi, qui vont contrôler. Et donc, ils ne vont pas permettre la réparation de la blessure de fond, en tout cas pas complètement. Ça fait partie des choses qu'on travaille beaucoup. Essayer de changer qu'une autre activité ou remplacer. Ben oui et non, hein. Donc, en gros, ça dépend. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'addiction, il y a l'excitation, il y a la récompense. Et donc, en fonction de ce qui se passe, c'est que surtout quand il s'agit des jeux, ben, les jeux, c'est l'espoir de gagner. D'accord? Donc, il y a une excitation, ça fait monter évidemment des endorphines, ça fait monter de l'adrénaline. Et je rappelle que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'adrénaline ou une excitation de type sexuel, par exemple, hein. Donc, c'est une excitation de plaisir. Je rappelle que si vous ne le savez pas, si vous avez envie de sortir avec quelqu'un et que vous l'emmenez au cinéma, ne l'emmenez pas voir un film romantique, même pas un film d'action. C'est un film d'horreur qu'il faut aller voir parce que l'excitation qui va être excitée par la peur, en l'occurrence, va générer le même type de comportement que si j'étais excité par la personne. Et donc, le cerveau confond l'excitation de stress avec l'excitation de plaisir ou de recherche de plaisir. Donc, si je change de comportement uniquement, ce n'est pas suffisant. Il faut que je trouve quelque chose qui me donne la même excitation, ce que vous n'allez pas trouver facilement. Je rappelle que, par exemple, Schumacher, hein, qui était 7 fois champion du monde de Formule 1, a été très, très mal accompagné lors de la sortie de sa carrière de professionnel de la Formule 1. Et donc, il est allé rechercher le même type d'excitation en faisant du hors-piste. Et c'est comme ça qu'il s'est cassé la figure et qu'il est, je pense qu'il est tétraplégique. Hein, donc, il ne reconnaît plus, voilà, il perd même la mémoire. J'ai vu un article aujourd'hui qui parle encore de lui. Donc, c'est vraiment une catastrophique. Donc s'il avait été accompagné correctement, on aurait pu diminuer son addiction au niveau de stress, donc à l'adrénaline notamment, et ça aurait permis, et au circuit de récompense, ça aurait permis d'éviter probablement cet accident. Je rappelle que dans les processus des femmes maltraitées ou des hommes maltraités, c'est le même mécanisme. Donc on retourne dans des relations toxiques parce que l'excitation, la peur qu'on y ressent, on a l'impression qu'on maîtrise mieux cet environnement-là et donc on aura la capacité de nous en sortir. Et donc, on quitte une relation saine pour retourner vers des relations toxiques. Ce sont des mécanismes qui sont vraiment connus. C'est le même mécanisme de l'addiction en réalité. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Est-ce que l'agressivité fait toujours partie de l'addiction? Non, ce n'est pas l'agressivité, mais ça va être l'excitation. Ce n'est pas toujours l'agressivité, je suis violent, mais ça va être l'excitation. Et effectivement, le manque, ça c'est autre chose. Si je suis en manque, ben, je peux être en manque en fonction de ma blessure d'attachement. Je peux passer en mode attaque plutôt qu'en mode fuite ou en mode extinction. Donc à nouveau, il faut aller repérer la blessure d'attachement qui est en lien avec le comportement addictif pour vérifier quel est l'impact de celui-ci sur nos comportements généraux avant l'addiction et après le produit addictif. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Donc, voilà. Donc, on peut la catégoriser avec les effets des traumas. Ça veut dire que c'est effectivement une montée. Donc, c'est un mécanisme d'attaque, hein, en l'occurrence. Donc, c'est j'attaque, je fuis ou je fais le mort. Si je peux attaquer ou fuir, ben, j'attaque ou je fuis. Et ce sont des mécanismes de défense. Donc, c'est le deuxième niveau de dissociation, en l'occurrence. Ou alors, je me tétanise, hein, je perds mes moyens. Et là, donc, je me fige, donc, parce que je ne peux ni attaquer ni fuir. Voilà. Le sport est une solution. Le sport peut être une solution de détente, mais à nouveau, vous allez basculer vers le sportolique. C'est-à-dire que vous allez faire du sport à l'excès, à l'extrême. Je reprends l'exemple de Schumacher, qui est parti de la Formule 1 au hors-piste en sport extrême en ski et s'est cassé la figure. Donc, ce n'est pas un travail de fond. Donc, vous allez juste déplacer le symptôme. Si vous faites à nouveau que le sport, c'est un symptôme, vous allez déplacer le symptôme tout simplement. Une addiction plutôt bénéfique. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Une addiction plutôt bénéfique. Le sport, tu voulais dire? Ben, à nouveau, c'est oui, ça peut être bénéfique tant que tu la contrôles. Si ça rebascule vers une addiction, c'est-à-dire que tu ne contrôles plus, à savoir que si tu n'as pas ta dose de sport, ton comportement change, tu deviens énervé, nerveux, trouble du sommeil.
l'apparition de toute une série de symptômes, ben, c'est devenu aussi un problème qui n'est pas meilleur que l'autre, c'est juste un déplacement de symptômes. Mais au début, ça peut être pas mal. Donc, effectivement. Alors, je pense que l'excès de sport peut devenir... Oui, voilà, tout à fait, hein, exactement. Exactement, donc c'est exactement ça. Donc, Kiladji, Madame Kiladji. Donc, effectivement, si on passe en mode extrême et donc je ne peux plus contrôler ma consommation. Exemple, j'ai une de mes amies, là, pour le moment, qui avait vécu la guerre du Rwanda. Donc, elle était une survivante. Sa maman a été tuée alors qu'elle était toute petite. Elle avait 5 ans devant elle, hein, sa mère. La mère a protégé ses 2 filles, ses 2 enfants. Elle est décédée, tuée par balle. Les 2 enfants ont survécu. Donc, quand elle est revenue en Belgique, c'était une de mes toutes premières patientes que j'ai travaillé avec elle il y a 25 ans d'ici, presque 30 ans d'ici. Et on a bossé ensemble sur, voilà, sur cette addiction, pardon, pas cette addiction, sur ce trauma qui avait développé toute une série de comportements. Là, elle est partie, elle était aux Émirats arabes unis, avec ce qui se passe pour le moment avec l'Iran. Eh bien, elle a évidemment redéclenché, pas une peur, mais elle a commencé à observer elle voulait vraiment protéger ses enfants, donc elle a quitté, elle est partie au Kenya là pour le moment, parce qu'elle a dit je veux protéger. Et ses enfants sont déjà marqués. Il y a eu un très gros orage au Kenya il y a quelques jours, et sa fille s'est réveillée, donc sa fille qui a 6, 7 ans maintenant, en pensant que c'était des bombes qui tombaient, hein. Donc un trauma peut arriver vite, on peut le travailler évidemment, mais c'est clair que ce sera le genre de situation qu'il faudra bosser. Et notamment, j'ai conseillé à cette personne déjà de faire avec ses enfants, utiliser des outils comme le shaking, le tapping, pour évacuer le plus possible le stress qui est déjà présent. Donc, consultation à distance, oui, bien sûr, on peut le faire en distance ou en présentiel, hein, ça n'a pas d'importance. Est-ce que certaines addictions sont plus corporelles que d'autres? Ben, en gros, forcément, s'il y a des addictions à certains éléments qui viennent bloquer certains neurotransmetteurs, comme par exemple la cigarette, eh bien à ce moment-là, oui, tu as des addictions qui seront un peu plus corporelles, puisqu'il y a la sécrétion de certaines molécules dont on a besoin qui ne seront plus faites naturellement, et le cerveau ne sait pas qu'il doit les faire quand on arrête de bloquer les transmetteurs ou les capteurs. Ben forcément, le cerveau, lui, le temps qu'il apprenne, qu'il comprenne qu'il doit refaire ce produit, ben, ça peut prendre un certain temps. C'est pour ça qu'on peut avoir des crises de sevrage pendant quelques semaines lorsqu'on arrête un produit. Maintenant, si c'est une addiction, je ne sais pas moi, aux écrans, ça pourra provoquer de toute façon le même type de souffrance. Au niveau corporel, il n'y aura pas le même besoin d'aller manger certains aliments, par exemple. Donc, on a une légère différence quand même entre des addictions qui jouent sur certaines molécules, sur le système endocrinien ou pas. Voilà. Il faut éviter les personnes négatives aussi. Les personnes négatives, même chose, si ça vient provoquer rallumer des traumas ou déclencher des traumas, ou activer vos parts sauveuses qui vont s'épuiser à vouloir sauver quelqu'un qui parfois n'a pas la capacité de se sauver ou n'a pas la capacité de se prendre en main, en tout cas par quelqu'un de non professionnel, bien évidemment, ça peut générer un stress de fond et du coup des mécanismes de défense. Et je rappelle, les mécanismes de défense, les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs, par exemple. Le son est très faible. Si le son est faible, vous devez sortir et revenir. C'est que normalement, c'est votre connexion qui n'est pas bonne parce que, voilà. Donc, si vous sortez, vous revenez dans ce cas-là, si vous avez ça. Y a-t-il des erreurs de... Parce qu'au niveau de l'enregistrement, le son est très bon, hein. Donc, vous pourrez revoir le replay si nécessaire. Vous verrez bien que ça ne vient pas d'ici du micro. Donc, dans la position de psy, est-ce qu'il s'agit de donner des recommandations directement au patient ou l'amener à les déduire? Alors là, ça dépend de l'approche fondamentale. Si vous amenez le patient à les déduire, ben, bon, ça c'est une position un peu plus psychanalytique, hein, on laisse le patient faire son cheminement. Je rappelle que la psychanalyse sur le travail sur les traumas, en tout cas les traumas complexes et les blessures d'attachement, c'est pas le traitement le plus rapide du monde. Donc, moi j'étais un enfant maltraité. Je peux dire qu'après 10 ans de psychanalyse ou d'approche psychanalytique, il n'y avait rien qui avait changé. Je comprenais pourquoi, mais il n'y avait rien qui avait changé sur les traumas, sur les symptômes, etc. Quand je suis parti vers des thérapies beaucoup plus
on va dire, directes par rapport au trauma. Donc, l'hypnose m'a pas mal aidé, mais les approches justement comme le MDR, et après le champ visuel RIMAP, les approches de type méditatif, compassionnel, les égostés, les états du moi, etc., le self-emotional balancing notamment, et tout ça, c'est ce qui a vraiment permis de réparer les traumas assez rapidement. RIMAP notamment, c'était vraiment une rencontre assez incroyable. Alors, est-ce que le côté spirituel religieux peut générer une forme d'addiction? Bien sûr, hein, donc le fanatisme, c'est une forme d'addiction. Si vous vous sentez mal, si vous ne pouvez pas faire une pratique, vous vous sentez mal à cause de cela, ben, ça veut dire qu'il peut y avoir un conditionnement qui est devenu une addiction. La spiritualité, normalement, bon, évidemment, ça dépend des circonstances, mais si vous n'avez pas l'opportunité de faire une pratique, et ça ne doit pas générer normalement une souffrance. Pourquoi? Parce que la relation que vous avez avec ce qui est votre moteur spirituel, je veux dire Dieu, Allah, quel que soit le nom que vous utilisiez, eh bien, normalement, elle est directe aussi, hein. Elle passe par la connexion de cœur à cœur. Donc, si je sens que je me sens mal, ça veut dire qu'il y a un conditionnement. Et là, vous n'êtes plus libre. Donc, il y a une forme d'attachement et donc ça vient certainement toucher à d'autres blessures. Normalement, au niveau de la spiritualité, c'est une élévation. Ça ne peut pas générer une souffrance. Si ça génère une souffrance, c'est quelque chose qui est biaisé. Il faut rechercher pourquoi. Et donc, ça peut être effectivement un conditionnement, par exemple, assez violent. Je me rappelle une de mes patientes au Maroc, notamment, quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément, qui me disait qu'elle avait été, évidemment, salafiste. Elle était très, très, très extrémiste. Donc, elle m'expliquait qu'elle élevait ses enfants dans l'idée qu'ils deviennent martyrs. Donc, alors, voilà, elle s'est dégagée un peu de tout ce système de croyance-là. Elle reste croyante, mais on va dire, son système s'est un peu rétabli. En tout cas, elle est plus heureuse aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Mais voilà, et c'est d'ailleurs très courageux de sa part de l'avoir nommé parce que c'est pas toujours facile de parler de ça. Mais donc c'est une forme, je pense aussi, de conditionnement, et le conditionnement, c'est une forme de comportement addictif, évidemment, hein, donc, et de croyance. Donc, à étudier, hein. Je ne porte pas de jugement, hein, c'est juste quelque chose que j'ai pu aborder. Alors, l'addiction chez l'adolescent est-elle principalement le résultat d'un manque de repères personnels, d'une influence excessive de son environnement? Euh, je dirais que c'est un mélange des deux. En gros, ça veut dire qu'il y a un mal-être. Il y a sûrement, probablement, soit une blessure d'attachement qui fait qu'il y a une recherche d'estime de soi. Et du coup, dans le développement de l'adolescent, il y a ce besoin d'identité, hein, de créer son identité, de poser ses propres marques et limites. Donc, il peut y avoir un impact culturel, il peut y avoir un impact cultuel, c'est-à-dire vraiment avec la religion. Et il peut évidemment avoir un impact aussi en fonction des phénomènes de vie, c'est-à-dire des incidents de vie, des accidents que la personne a pu croiser. Et effectivement, parfois, on voit que certaines personnes commencent à fumer pour faire partie d'un groupe, hein, c'est faire comme les autres, c'est se démarquer aussi des autres. Et donc, voilà, c'est ce besoin d'avoir une reconnaissance. Donc, très souvent, il y a une blessure d'attachement derrière tout ça. Si on arrive à repérer la blessure d'attachement, ben, le produit peut complètement disparaître parce qu'il perd tout son intérêt. S'il y a une addiction, un sevrage physique à donner, ben là, on peut le préparer de diverses façons pour le solutionner. Mais donc ça, c'est un élément qui effectivement est important. Et alors, il y avait une idée, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra. Le manque de repères personnels. Non, mais je l'ai dit, hein, c'était faire comme les autres, etc. Donc voilà. Euh, Comment guérir de l'addiction au sucré? Ben, même chose, donc l'addiction au sucre, là, il y a vraiment un sevrage corporel, hein, donc très important. En gros, c'est plus addictif que la coke, le sucre. Donc c'est le produit le plus addictif au monde. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le travailler, ça veut simplement dire qu'il va falloir travailler à la fois l'aspect corporel pour désactiver le sucre, et deuxièmement, aller rechercher comment dire, tous les rôles que remplisse ce sucre. Est-ce que c'est un rôle de quoi? De compensation? Est-ce que c'est un rôle de s'accorder de la douceur? Est-ce que c'est un rôle X, Y, Z? Là, on doit faire l'anamnèse, la ligne du temps, c'est-à-dire repérer vraiment d'où vient ce besoin.
et puis le limiter. Mais ça commence déjà aussi par aussi un comportement déjà peut-être plus TTCiste. On va essayer de déjà limiter l'absorption de sucre tout simplement. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de sucre caché. Hein. Si vous achetez beaucoup d'aliments préparés, il y a plein de sucre caché. Si vous achetez du pain plus industriel, il y a plein de sucre caché. Si vous mangez des pâtes et que vous les cuisez trop, il y a plus de sucre. Donc il y a plein d'éléments auxquels il faut faire attention et qui peuvent augmenter cette fragilité. Alors, beaucoup de plantations. SEB, est-ce qu'elle est... oui, ben, SEB, c'est une approche qui est multi-intégrative. Donc, c'est une approche intégrative, mais de multi-modèles. Et donc, qui intègre plusieurs modèles qui sont reconnus, justement, ben, comme le tapping, qui font partie des thérapies somatocognitives. Il y a du mindfulness, il y a les thérapies centrées sur la compassion, Paul Gilbert, qui est aussi reconnu au niveau des bases scientifiques. Il y a du champ visuel, EMDR, reconnu, etc., EMDR ou REMAP en l'occurrence. Donc, il y a une intégration de différents modèles. Donc, oui, il n'y a pas d'études spécifiques sur l'outil lui-même parce qu'il est assez récent, il a une dizaine d'années, officiellement en tout cas. Mais voilà. Mais les courants qui sont repris dans l'outil, qui permettent de travailler sur les blessures d'attachement notamment, qui a été construit pour justement répondre à ça, donc sont des courants avec des exercices qui, eux, ont toutes les reconnaissances, y compris le tapping notamment. Oui, c'est notamment l'acétylcholine, etc. Donc, en gros, il faut manger par rapport à la cigarette. Donc, il faut manger toute la famille des choux, les poissons plus gras, le foie, etc. Bon, évidemment, il faut aimer tout ça, mais ça peut aider le corps à faire le sevrage, en tout cas, de la partie physiologique. Et normalement, la physiologique, c'est une semaine, 15 jours grand max. Après, c'est psychologique. Et donc, il faut bien travailler sur tous les aspects du sevrage, pas uniquement l'aspect alimentaire. Même chose, addiction au téléphone, ben, c'est juste comportemental. Donc, il y a à travailler sur l'ensemble et à repérer d'où ça vient. Donc, à nouveau, il y a des parties à travailler sur les blessures d'attachement, certainement, les traumas, voir d'où vient ce besoin de téléphone et qu'est-ce qui vient remplir comme fonction. Hein. En général, soit c'est de la distraction, soit c'est de l'angoisse pour j'ai besoin de contrôler, etc. Exemple, si vous allez vérifier 100 fois vos mails sur la journée, ben, c'est déjà un processus addictif. L'agressivité fait partie de l'addiction, mais j'ai déjà répondu à la question. Donc, l'agressivité, c'est un mécanisme d'attaque. J'attaque, je fouille ou je fais le mort. Ce n'est pas en lien avec l'addiction, c'est en lien avec des mécanismes de défense potentiels. Quand je suis en situation de danger, mon système va se mettre en attaque, en fuite, ou se figer pour se faire passer pour mort. Donc, c'est un mécanisme de défense. Donc, dans les mécanismes de défense, on peut retrouver par après TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Mais à la base, l'agressivité, c'est vraiment un mode de survie. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessairement une addiction, c'est un mode de survie. Et là, c'est vraiment à la fois les réflexes archaïques qu'il faut aller travailler, parce qu'il y a des réflexes archaïques de sécurité, et aller repérer les blessures d'attachement. Donc là, réflexe archaïque, il y a aussi des formations qui sont faites au Maroc. Il y en a une d'ailleurs ici dans 2-3 semaines. Hein, enfin, moi, j'arrive le 7 avril, donc c'est dans 3 semaines maintenant. Et il y a une formation prévue. Nawal, je te laisse remettre les dates. Et SEB, donc il y a des formations aussi qui peuvent être programmées. Vous devez vous signaler auprès de Nawal, donc là, qui nous invite ce soir. Et si ça vous intéresse, on vous donnera les dates. Donc, je reviens à peu près tous les 2 mois en Belgique. Comment réduire l'ambivalence en évitant les parts d'une façon pratique? Sarah, l'ambivalence, c'est vraiment aller repérer. Donc, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Et donc, en gros, c'est deux protecteurs qui se combattent parce qu'ils protègent chacun un exilé différent. Donc, ça veut dire repérer la cognition négative de part et d'autre, rechercher quels sont les besoins de ces parts, et après, c'est désensibiliser les événements de vie qui peuvent être à l'origine de ces croyances, ou travailler directement sur la blessure d'attachement qui est plus que probablement présente, puisque dans la moitié des cas, il y a déjà
la population globale, il y a des blessures d'attachement. Et à ce moment-là, c'est s'occuper de la réparation de la blessure d'attachement, qui est donc le manque d'estime de soi. Si on fait ça, si on travaille sur le self, ben, le reste va tomber tout seul, tout simplement. Alors, on associe souvent le traumatisme à la violence physique directe. Les neurosciences montrent que la négligence affective, ben ça, c'est la blessure d'attachement. Hein. Voilà, comment l'absence d'affection et de sécurité émotionnelle durant l'enfance peut-elle créer des lésions neurologiques réelles. Ben, en gros, ce qu'on sait, c'est que si on a la négligence ou de la maltraitance, eh bien, on aura un impact direct sur le développement des amygdales limbiques et également de l'hippocampe. Et donc, on peut avoir une atrophie ou une hypertrophie. Et donc, parfois, même déjà pendant la gestation, si l'enfant était dans un environnement dangereux, eh bien, on peut avoir l'amygdale qui est atrophiée ou hypertrophiée dans le cerveau. Et donc, par l'imagerie cérébrale, on le voit vraiment clairement. Et donc, ça veut dire que le développement ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. Si les réflexes archaïques ne sont pas installés correctement non plus, par exemple, déjà rien qu'une césarienne, il y a de grandes chances que certains réflexes de base de sécurité ne soient pas intégrés parce que certains mouvements qui sont activés pendant l'accouchement ne le sont pas, puisqu'on sort le bébé par le ventre et pas par les voies naturelles. Eh bien, ces mouvements peuvent ne pas se déclencher et rester actifs et provoquer, par exemple, une hypervigilance, donc des problèmes de sécurité de base, et ça peut amener notamment aussi des problèmes d'attention, d'hyperactivité, donc les fameux TDAH. Et si on travaille les réflexes, eh bien, on les régule. J'ai eu tout à l'heure, elle est peut-être là d'ailleurs, donc c'est là, je la salue, une nouvelle patiente qui termine sa formation comme neuropsychologue et qui, quand elle me décrit, elle avait une colère permanente ou des difficultés à se calmer, à réduire, etc. Et bien, enfin, à réduire son énervement, et donc ça peut durer pendant plusieurs jours, cette colère. Eh bien, je lui ai nommé tous les symptômes, les manques de symptômes de sécurité non intégrés, elle se reconnaissait dans presque tous les symptômes. Donc, j'ai dit, ben, ça, c'est d'abord la première chose à bosser ensemble, et après, c'est de réapprendre à te détendre, sans que ça soit vécu comme un signal de danger, parce que si tu as vécu ça pendant trop longtemps, ce qui est le cas dans ce cas de figure-là, eh bien, ton système, quand il se détend, ça va être vécu comme un signal d'alerte, parce que tu vas être en manque d'adrénaline, de cortisol, et donc ça va être traduit comme une forme d'addiction, mais au stress, en l'occurrence. Donc, c'est une mauvaise interprétation du cerveau, et donc on peut réapprendre tout ça. Voilà, donc... Et donc, ben, simplement parce que si j'ai ce manque d'estime de moi, ça génère un manque de confiance en soi, qui génère un manque d'affirmation de soi. Et donc, je vais chercher des moyens de me couper de cette souffrance. Pourquoi? Parce que cette souffrance va générer de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse. Et donc, je vais mettre en place des mécanismes pour éviter cette souffrance. Ça, c'est vraiment la base du psychotrauma. Hein. Et donc, dès que je ressens ça, ben forcément, mon système va mettre en place ces mécanismes qui, au début, vont faire fonction, ils vont faire comme si ça allait bien, mais la blessure n'étant pas traitée en arrière-plan, ben forcément, au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Hein, en gros, c'est un peu comme si on s'habitue et donc on a besoin de plus. Et donc, on va chercher plus, plus, plus. Et à un moment donné, on a plusieurs donc, moyens qui vont se mettre en place, hein, plusieurs pompiers, comme on appelle ça dans les ego states, pour justement limiter cette souffrance. Donc à nouveau, aller repérer l'origine de la souffrance et la réparer, pas le symptôme. Est-ce que le fait de se ronger les ongles, oui, c'est notamment un réflexe. Alors, ce n'est pas une addiction, mais c'est plutôt ce qu'on appelle des TOC. Hein, et donc, notamment, c'est probablement en lien avec le réflexe d'avalement, le réflexe de succion. Donc, les niveaux de stress trop élevés aussi. Et donc, normalement, c'est plutôt en lien avec ça. Si tu as toujours besoin de mettre choses en bouche, grignoter un cure-dent, un bic, quoi que ce soit, c'est plutôt en lien avec ça. Et évidemment, ces réflexes non intégrés génèrent un stress de fond qui peut être traduit par le cerveau comme un signal de danger. Et à nouveau, c'est une accumulation. Il suffit que dans l'environnement, il y ait plusieurs stimuli et le système passe en mode survie. Donc, et donc, tu peux essayer l'homéopathie, je ne vois pas très bien en quoi ça va t'aider. L'acupuncture peut-être, en tout cas. Mais en tout cas, certainement, tout ce qui touche au tapping, le shaking, SEB, RIMAP, EFT clinique, tout ça, ça peut être assez facile, mais il faut quand même aller vérifier le réflexe archaïque
de succion ou d'avalement, parce que s'il n'est pas intégré, tu vas rester sensible et tu vas rebasculer. Qu'en est-il des écrans, téléphones, réseaux sociaux? Ben oui, bien sûr, hein, donc c'est une addiction, tout simplement. Donc, toute addiction vient d'un problème de fond. En général, on va revenir vers la blessure d'attachement, probablement, parce que ben, j'ai besoin comment dire, de rentrer dans un monde imaginaire plutôt que de vivre ma vie. Donc, c'est souvent de l'évitement. Donc, ça veut dire qu'on va rechercher pourquoi est-ce qu'on a besoin d'éviter. Alors, c'est vrai que parfois, on rentre dans une série et puis on est vraiment capté par elle. Et si on voit qu'on n'arrive plus à réguler, c'est plus que l'évitement, ça veut dire qu'il y a vraiment une blessure et on va chercher à sortir de ça. La même chose, donc ça j'ai déjà répondu, l'addiction au sucre, au grignotage. Ça peut être aussi on est avec la lumière, le grignotage, le manque d'énergie, on est raplapla. Donc c'est les troubles du sommeil notamment. Et là, il y a une série de symptômes qui existent. Et la boulimie, crise de boulimie peut faire partie du manque de sommeil. Et j'appelle le manque de sommeil, le manque de lumière surtout. Et la lumière qui est importante, c'est au réveil. On prend dans la même heure de réveil. C'est pas prendre du soleil en journée. Au Maroc, vous pouvez en avoir plein. Et c'est au réveil. Vous avez pendant 1 heure et demie, vous pouvez agir sur le sommeil à travers la lumière. Et ça va réguler, ça va enlever normalement ou diminuer la boulimie. Euh, Est-ce que tout comportement addictif, ben, en général, oui, parce que c'est en général, le truc addictif aura un lien avec l'angoisse de fond, hein, une anxiété de fond. Et donc, soit c'est un trauma, mais je rappelle que la majorité des traumas sont des traumas dans lesquels il y a des blessures d'attachement. Et donc, là, on parle des traumas complexes. Si vous avez un trauma simple, non, hein, ça peut être facile. Mais si c'est un trauma complexe, c'est très souvent en lien avec les blessures d'attachement. Pas à 100%, mais à très, très, très haut niveau. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, si vous avez des traumas complexes, c'est la blessure d'attachement qu'il faut réparer. Sans ça, vous ne pouvez pas réparer le reste. Jamal, oui, il faut simplement le dire à Nawal. Tu as juste en dessous, voilà, du 8 au 20, je serai accessible. Il y a le téléphone. Si vous voulez des rendez-vous en perso avec moi, je serai à Mohamedia. Vous pouvez contacter Nawal et elle gère mon agenda. Voilà, sinon je me fais fouetter. Donc, voilà. Donc, je préfère dire oui. Donc, alors, est-ce que l'addiction aux médicaments, notamment les opioïdes, peut avoir une origine traumatique? Oui, bien sûr, hein. Donc, ça peut être pour se couper de souffrance, de douleur, bien entendu, hein. Donc, la douleur. Me voir, ben donc Nawal a mis le téléphone, hein, donc vous pouvez me voir à ce moment-là et vous réservez un créneau. Soit ça sera avant, en général, avant 10 heures du matin parce que à 10 heures je commence à donner cours ou après 17 heures au moment où j'arrête de donner cours. Voilà. En sachant que parfois le soir j'ai encore un cours, mais voilà. Merci Nawal d'avoir mis les dates et les formations. Pour les formations en ligne, il faut voir avec Nawal celles qui existent. Sinon, il y a des formations en ligne qui peuvent être organisées sur demande. Vous devez simplement soit centraliser chez Nawal, ou alors vous me contactez. Voilà, les deux sont possibles. Merci Nawal, je n'avais pas vu ta réponse. Voilà, merci pour ta réponse. Voilà, voilà, voilà. Alors, je continue à descendre. J'essaie de voir. Ah non, mais je suis au bout des questions. Voilà, on est presque dans le timing, champion du monde, Oui. hein. Ce qui est encore. Ah, alors, quel rôle l'école et les enseignants peuvent-ils jouer dans la prévention des conduites addictives? Ben, alors, ça, c'est une très bonne question. Ilham, merci de la poser. En gros, normalement, ce n'est pas le rôle de l'école. L'éducation, c'est-à-dire l'attachement sécure, devrait venir évidemment de l'environnement parental et ou familial. Par contre, effectivement, il y a un rôle d'information. Donc l'école, par exemple, pourrait donner un rôle d'information sur les écrans, sur les addictions aux produits, etc., en expliquant la mécanique. Donc ce qui serait bien, hein, comme il n'existe pas d'école de bons parents, hélas, euh, bon, il peut exister une école de bons enfants. C'est celle que, en tant que prof, notre capacité à enseigner avec bienveillance. Et donc ça veut dire que c'est vrai qu'un cours sur le fonctionnement des émotions, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement
des mécanismes de défense et de digestion des traumas, ce serait évidemment super intéressant. Alors, je veux dire, ça ne prendrait pas beaucoup de temps, hein, 1 heure ou 2 heures de temps dans un cours de morale ou dans un cours de civisme, que sais-je, pourrait être fait. Moi, je me rappelle que quand j'allais avoir 18 ans, je terminais l'Athénée. Je me rappelle que mon prof d'histoire, il avait repéré ceux qui allaient avoir 18 ans, et donc ils allaient devoir voter cette année-là. Et il nous a pris à part pendant 1 heure, sur 1 heure du midi, il nous a bloqué 1 heure pour nous expliquer les votes, à quoi ça servait, etc., pour qu'on n'arrive pas dans un bureau électoral sans savoir ce qu'on devait faire. Et donc c'était vraiment super sympa. Et donc voilà, il peut y avoir des initiatives de cet ordre-là, si c'est possible, sur 1 heure du midi, par exemple. Voilà, proposer ce genre de choses. Je me rappelle un prof de français qui organisait des cours d'histoire de l'art. C'était complètement bénévole. Voilà, et donc tous les X, c'était 1 fois par semaine, un midi, il y avait un cours d'histoire de l'art qui a duré pendant comme ça plusieurs mois. Et c'était intéressant. Donc là, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'école. Je rappelle que par exemple, dans certains pays, dans les pays scandinaves, eh bien, entre chaque intercours, ils font faire des exercices de brain gym ou de stimulation bilatérale pour que l'enfant puisse mieux rester concentré pendant sa journée de cours, et on observe une augmentation des résultats scolaires chez ces enfants-là. Et dans ces pays-là, hein, donc au Danemark notamment, je me rappelle d'une émission qui était passée sur TF1, au journal de TF1, c'était début des années 2000, 2005, et on voyait vraiment, tous les enfants faisaient tous ces exercices. On retrouve des traces de ça aussi avec le tapping en Bolivie, et aussi d'une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans d'ici. Donc voilà, il y a plein de choses à faire qui peuvent être intéressantes, quoi. Le nombre de sessions, ça dépend vraiment de la blessure qui se cache derrière, et ça dépend aussi de la capacité de la personne à utiliser les outils en dehors des sessions. Il n'y a pas qu'en session, il y a aussi entre les sessions. Donc ça participe aussi de ce qu'on appelle la stabilisation. Si la personne est stable, elle aura la capacité à s'occuper mieux d'elle-même avec bienveillance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accès au self, c'est-à-dire cette capacité qu'un enfant normalement a d'être curieux, d'être courageux, d'être empathique spontanément. Donc ça va dépendre de cette capacité-là. Et donc de se remettre au centre. L'autocompassion, c'est la capacité à s'aimer soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est normalement l'application de cet adage, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais c'est vraiment parce que c'est important, hein, de pouvoir s'aimer pour pouvoir poser son cadre et ses limites bienveillantes, tout simplement. Merci Cham pour ton commentaire, merci à tout le monde, hein. Il y a un répondeur automatique sur WhatsApp, je pense que oui. Merci beaucoup. Merci Intègre ACAD ou ACAD. Merci, merci, merci. Dans la première seconde, ma précédente conseillère. Ah oui, voilà, merci. Mounia Zineb. D'accord, voilà. Voilà. Bien écoutez, s'il n'y a plus de... Merci, très bonne fin de soirée aussi. Et puis, ben, j'espère qu'on se verra au mois d'avril quand je viens. C'est toujours un plaisir pour moi de Inch'Allah. venir. Voilà, Merci beaucoup, Yves. avec plaisir. Je Donc, te souhaite une shukran. excellente fin de Et, soirée. et bonne fin de Ramadan aussi, hein. Donc, Oui, ça se merci rapproche. beaucoup. Oui, Donc, ok, donc bonne fin de soirée. Je vous embrasse. au Voilà, revoir. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer un mail aussi, ou à Nawal, ou même à moi en direct, et je me ferai Oui, un plaisir de vous répondre. Voilà. Au revoir, Nawal. au revoir. Pour moi, il est Ça presque marche. minuit, donc Oui, je je vais sais. vite aller, je vais aller Oui. me coucher. Demain, je pars en Belgique, Allez, donc hop, allez. voilà. Bonne Bonne fin de nuit. Prends soirée. soin Au de revoir. toi. Bye bye. Salam. Hop, voilà.